Cette semaine, ORLM vous propose la seconde partie de sa rétro 2014, marquée par un renouvellement complet de la gamme Apple, plein feu sur les iPhone 6 et 6 Plus, mais aussi l'iPad Air, de l'iMac Retina, quelques mois seulement après leur sortie, sans oublier l'Apple Watch, le point d'orgue de cette année 2014. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre rétrospective 2014 d'ORLM, pour débattre avec nous de l'actualité de la tech et d'Apple en particulier de cette année. Paul Rony, notre anthropologue du Mac, et le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Bonne année à nouveau Paul. Mais merci, bien. À toi aussi. Tu t'es pas changé depuis la semaine dernière? Eh ben, écoute, c'est les aléas du différé. C'est les aléas du différé. Autre invité que vous retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac, c'est Cédric Ingrand, bien sûr, de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Qui va pas rester très longtemps parce que j'ai un avion à prendre pour Las Vegas. Eh ben, on va y aller vite. Oh là, le CES t'appelle. Le mec, quoi. Et bien sûr, vous retrouvez chaque semaine Fanny Bouton de Melty.fr et de fannysparty.com, mais également Rodrigo Sepulveda, Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour tout le monde, ça va la fine équipe? Ça va. Allez, on commence tout de suite par le mois de juillet et août. L'été et le mois de juillet sont l'occasion pour Apple et IBM d'annoncer leur partenariat pour développer l'usage des iPads en entreprise. Le mois d'août est sous le signe en revanche de la polémique avec le piratage du service dans les nuages iCloud qui conduit à la publication de photos de stars dénudées sur le web. Alors messieurs et dames, qu'avez-vous pensé de cette annonce surprise, ce mariage entre deux ennemis d'hier, IBM et Apple, même s'ils ont fait gousi-gousi par moment, on pense au PowerPC. Cédric, enfin, Apple croit aux entreprises et à l'iPad. On n'aura plus d'ordinateurs au sein de l'entreprise, mais des iPads. Waouh! Tu y crois, toi, à ce mariage? C'est pas un mariage contre nature? Non, c'est un peu un mariage forcé pour IBM. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, on discutait déjà, on imaginait déjà une alliance au moment où vraiment Apple commençait à aller pas très très bien. Mais c'était drôle parce qu'à l'époque, on disait non, mais attendez, une alliance à IBM avec Apple. Je me souviens d'un truc, un petit logo dessiné, IBM plus Apple égale IBM. Aujourd'hui, ce serait Apple plus. Mais en même temps, leurs métiers sont devenus très très différents avec IBM qui fait plus de consulting que de software. Donc non, c'est pas. Enfin, il y a vraiment que les historiques qui tiqueront, tu vois, c'est comme la réconciliation avec les Anglais, quoi. C'est pas. Rodrigo, qu'as-tu pensé de cette annonce de mariage entre IBM et Apple pour favoriser l'usage de l'iPad au sein des entreprises? On a vu qu'il y avait pas mal d'applications qui sont arrivées plus récemment. On se demandait ce qui allait bien comment ça allait se matérialiser ce mariage. En clair, c'est un environnement applicatif pour les différents métiers, pour des applications sur mesure pour chaque métier en gros. L'aérien, la gestion, j'en passe. Mais écoute, il suffit juste d'observer ce que tu vois autour de toi dans les entreprises, dans les aéroports ou dans les séries télévisées. L'usage de la tablette fait une pénétration extrêmement forte. J'en veux pour preuve dans le dernier Homeland de saison 4. Tu as même la CIA qui va sur le terrain, maintenant non plus avec des laptops, mais avec des iPads. C'est une série. C'est une série. Oui. Mais, sign of the times, comme on dit. Voilà, donc ils suivent. Écoute, peut-être 80% ou 85% des choses se font en consultation avec un écran tactile, que ce soit sur un petit téléphone, une phablette, une tablette. Voilà, on suit cette tendance-là. Et c'est complémentaire, encore une fois. Ça remplace pas, mais c'est complémentaire. Et puis, mesdames, messieurs, Paul, ici en studio, l'avantage de la tablette, c'est que, a priori, pour la dérégler, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un ordinateur, surtout si c'est un ordinateur Windows. Croyez-moi, c'est beaucoup plus facile qu'un iPad. Donc, en clair, on ne nécessite pas forcément de faire intervenir un directeur informatique ou un responsable du service informatique. Non. Et quelque part, il n'y a pas de virus sur un iPad. Non, ça se configure par batch avec Apple Configurator, qui est d'ailleurs un logiciel qui mériterait lui aussi d'être légèrement reprogrammé pour marcher. D'ailleurs, j'espère que le partenariat va mener à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut configurer un parc d'iPad. En fait, il y a une espèce de slide, comme pour le rack. En fait, on met les iPads, on les branche tous et d'un coup, boum, ils sont tous configurés avec la configuration type. Après, hier, on pourra le faire, ça aussi. Voilà. Pour ce qui est des virus et des menaces informatiques sur iPad, elles sont moins nombreuses que sur ordinateur, que ce soit Mac, PC, moins nombreuses que sur Android. Mais attention, à chaque fois que iOS gagne un point de part de marché,
marché ou gagne en popularité, il y a forcément plus de risques que ça finisse par arriver. Ouais. En tout cas, Apple a enfin compris, contrairement à ce que disait Steve Jobs, que ce n'est pas forcément les salariés qui utilisent leur objet personnel qui vont pousser les entreprises à s'équiper. Bah, c'est vrai que c'est une tendance naturelle d'utiliser une tablette plutôt qu'un ordinateur. Mais au-delà, c'est aussi, il faut quand même pousser les entreprises à le faire. Et pour les pousser à l'utiliser, il leur faut des outils, il leur faut des applications. Et c'est plutôt en cela où on attend IBM. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Le mois d'août s'est enchaîné avec quelques soucis pour Apple qui a défrayé la chronique avec notamment les piratages à répétition d'iCloud qui nous a valu magnifique nu sur Internet, notamment de quelques stars d'Hollywood. Alors, est-ce que vous avez été convaincu par le système de défense d'Apple, par les moyens de protection? Est-ce que ça ne vient pas plutôt d'imprudence éventuelle de certains utilisateurs qui laissent un peu peut-être leur téléphone traîner ou leur mot de passe ouvert à tous les vents? Je pense qu'on peut. Enfin, moi, je crois pas à la culpabilité d'Apple dans cette affaire-là. C'est surtout des histoires de comptes iCloud sécurisés avec des mots de passe tout pourris. Maintenant, c'est vrai qu'il pourrait rajouter des fonctionnalités au moins optionnelles pour s'authentifier dès que tu es sur une nouvelle machine avec un nouveau password généré sur une application mobile ou en ligne, etc., comme ça existe, par exemple, dans le monde Google. Même si c'est pas toujours super facile à utiliser, c'est pas le truc le plus pratique au monde, mais au moins ça te permet de te dire si vraiment ton compte iCloud est important pour toi, bah, tu peux le sécuriser de manière décisive. Là, a priori, ces passwords, ils ont été trouvés par des gens qui y cherchaient spécifiquement ceux-là, justement pour accéder au flux de photos de célébrités. Il faut dire que voilà, la moisson a été impressionnante. De toute beauté. Rodrigo, ta réaction concernant le piratage? Ah bah, je m'en suis mis plein les yeux. Hein. Claude. Je crois qu'on se trompe de débat. Pour avoir lu à l'époque quelques papiers, c'est pas tant l'information qui est sur iCloud qui a été mise en cause et qui était la source de toutes ces données-là, parce que finalement on met pas grand-chose dans iCloud, mais c'est les sauvegardes des téléphones que l'on fait dans iCloud. Et c'est un tout petit peu plus insidieux, c'est parce que dans les sauvegardes, on va mettre toutes ces photos personnelles, tous ces SMS, et aujourd'hui encore, c'est d'une simplicité enfantine de faire une restauration d'un téléphone, on va sur iTunes, on fait Restore, et on demande quel compte iCloud on veut restaurer, bah, suffit de mettre le compte cible et on se restaure en local, une copie qui est dans le réseau, et du coup on a accès à absolument tout de quelqu'un d'autre. Donc ça demande quand même une éducation, tu veux dire ça vient de l'utilisateur, qu'il n'y a pas de prise de conscience réelle des risques qui peut avérer avec notamment le cloud aujourd'hui. Et là la vérification en 2 étapes aujourd'hui ne marche pas. D'accord. Ouais, après oui, Fanny. Il y a 2 choses. Il y a en effet la responsabilisation des gens sur ce qu'ils mettent et ce qu'ils laissent dans leur smartphone, etc. Parce que c'est vrai que le nombre de fois où on voit dans les ordinateurs un dossier, un fichier Excel avec mot de passe et avec tous ces mots de passe dedans, c'est quand même relativement facilement hackable sur un post-it. Trouvable. Voilà, oui, sur un post-it. Mais dans le cloud, et mon mot de passe. Voilà, c'est souvent mis dans un endroit qui est quand même hyper accessible pour les bons hackers qui ont vraiment envie d'avoir accès à votre téléphone. Ouais. Après, quand on est Madame Michu ou Fanny Bouton, on n'est pas Jennifer Lawrence, donc forcément, on va vraiment chercher dedans, bien que. Non. Mais après, voilà, il y a un autre débat. Ça va être plutôt, j'ai lu des choses intéressantes aujourd'hui d'ailleurs, c'est par rapport aux attaques sur le PSN de PlayStation ou sur Xbox, qui n'arrêtent pas de tomber parce qu'il y a en effet beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques la semaine dernière. Voilà. Et bizarrement, il y avait une réflexion très intelligente qui disait c'est marrant, mais Microsoft, on les fait tomber assez rare, pas mal sur Xbox, mais alors sur leur Cloud Pro, on n'a aucun problème d'attaque, personne n'en parle, etc. Donc c'est qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre les moyens financiers dessus parce que c'est pas ce qui leur apporte le plus. Donc voilà. Donc est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que c'est vraiment une question d'argent, Fanny, franchement? Mais en effet, leur service pro, c'est quand même une grosse vache à lait. Ils ont quand même leur serveur pro, ils ont tout intérêt à les protéger. Xbox, les gens qui jouent sur Xbox Live, par exemple, c'est vrai que c'est monsieur et madame Michu. C'est même monsieur Michu beaucoup avec Call of Duty. Monsieur, ouais. Voilà. Et donc c'est pas des données ultra vitales, etc. par leur numéro de carte bleue et ça se change assez facilement finalement. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi ça en jeu. Alors est-ce que c'est pareil chez Apple ou pas? Je ne sais pas, mais quand on veut protéger, on peut aussi, mais ça demande énormément de ressources financières. Quand on veut vraiment pirater une personne, on peut aussi. On mélange 2 choses qui n'ont rien à voir. Et il faut conclure sur ce point-là. Dans le cas d'iCloud, ce dont on parlait, c'est que j'ai pas besoin d'avoir accès au téléphone de quelqu'un d'autre. Si j'arrive à reconstruire son mot de passe,
Je n'ai juste besoin d'avoir accès à une sauvegarde de son téléphone qui, lui, est chez Apple, que tout le monde fait régulièrement. Et du coup, j'ai accès à toutes ces informations et les gens n'imaginent pas que ce soit faisable. Dans les entreprises, dans le temps, quand on faisait des audits de sécurité, on sait tous que les sauvegardes des données de l'entreprise, il faut en prendre extrêmement soin, les mettre sur différents sites de sécurité, etc. Ça, c'est le premier point sur iCloud. Sur le côté de Microsoft, c'est des attaques de type déni de service. On ne va pas chercher les informations. Il y a eu ça. On va le perturber. Les attaques récentes, c'est du déni de service. Oui. C'est-à-dire que l'on va bombarder de plus d'informations que le service peut recevoir. Donc, à un moment, c'est saturé. Donc, une nouvelle connexion, c'est pas possible. Et ils utilisent des systèmes un petit peu underground qui s'appellent Tor pour anonymiser les connexions. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, on balance sur un réseau tiers et on fait tomber le système. C'est grave parce que des gens payent pour un service et ils n'ont pas accès à ce service. En particulier, je voyais aux informations sur CNN que le lendemain de Noël, tous les gens qui avaient acheté des jeux sur l'une ou l'autre plateforme ne pouvaient pas jouer sur le multijoueur. Donc, il y a un manque à gagner important, ne serait-ce qu'en termes d'image et en responsabilité derrière. Alors, on va passer au moment fort de l'année. Vous savez, la rentrée scolaire est toujours un moment particulier chez Apple. C'est là où, enfin, la pomme dévoile ses nouveaux produits. Il faut attendre quasiment une fois par an pour avoir droit à des nouveautés chez Apple. On a attendu quoi? L'arrivée évidemment des nouveaux iPhones et de l'Apple Watch. C'était l'événement du mois de septembre. Tout de suite, c'est le petit résumé en sommaire. La rentrée est l'occasion pour Apple de présenter les iPhone 6 et 6 Plus, les premiers téléphones du constructeur équipés de grands écrans. Sans révolution, l'iPad Air évolue aussi pour tenter de redresser ses ventes. Et la surprise vient de l'arrivée de l'iMac Retina, mais aussi de l'Apple Watch, une montre connectée qui marque l'arrivée de Cupertino sur un nouveau marché. Alors messieurs, dames, on commence par l'Apple Watch. Avec un peu de recul, quelques mois se sont écoulés. À chaud, je me souviens, on était en direct, vous étiez un petit peu partagé. La forme, il faut que ça soit rond, il faut que ça soit carré. On en a appris un peu plus récemment, Paul, avec notamment une mise à jour du site d'Apple. Oui, Apple laisse fuiter quelques petites informations de temps en temps, de plus en plus d'ailleurs. Elle est toujours carrée, hein, néanmoins. Ouais, elle paraît plus petite que le modèle original également, mais là c'est toujours les vidéos. Ça c'est la 3D, donc c'est pas le produit fini, mais le modèle qu'on a vu, parce qu'on a eu la chance de l'avoir à Paris. Chez Colette. Chez Colette, la fameuse boutique du Saint-Honoré. C'est vrai qu'elle paraît un peu plus petite que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Oui, de toute façon, elle est certes plus petite que l'impression qu'elle donne dans les rendus, mais il y a deux tailles en plus. Il y en a une de 38 mm de diagonale, une de 42, il y a deux tailles de boîtier. Mais le fait est que, par contre, quand j'en parle avec des gens, ils me disent toujours, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et pourquoi j'irais mettre 350 € là-dedans ? Et quand je leur dis, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est le vrai successeur de... C'est le prix d'appel. C'est le prix d'appel. On ne connaît pas le prix de la version Gold, is best, cher à Rodrigo, mais pas tout. Donc ils me disent, mais à quoi ça sert ? Alors je leur dis, tu peux avoir tes notifications, elle peut te guider dans la rue, voilà, tu peux passer un appel. Ils me disent, ouais d'accord, mais bon, j'ai un téléphone et j'ai pas 350 €, qui est le prix d'un iPhone quand tu renouvelles ton mobile après 2 ans de contrat en général, dans une montre dont je ne sais pas vraiment à quoi elle va me servir. Ouais. Finalement, le succès de l'iPhone, parce qu'on peut se poser aussi la même question, lorsqu'il est arrivé l'iPhone, il n'avait quasiment pas d'usage autre que les fonctions de base d'un téléphone, si ce n'est peut-être Maps. Et la vidéo Non, il n'y avait même pas la vidéo à l'époque, il n'y avait pas de caméra sur l'iPhone, il y avait juste un appareil photo. Tu pouvais regarder des films, je crois déjà. Ouais, tu peux regarder des films, c'était la... Comme sur un iPod. Comme sur un iPod, voilà. Autant pour moi. C'est finalement les développeurs qui sont accaparés et qui finalement ont contribué énormément au succès de l'iPhone, parce qu'on a trouvé chaque jour un nouveau usage comme un vrai couteau suisse. Là, la bonne nouvelle, Cédric, c'est que ça y est, le kit de développement est là. Il y a quelques marques qui ont annoncé leur arrivée potentielle. Mais ce sont eux finalement qui vont faire le succès de l'Apple Watch, à mon sens. Fort probablement, parce que tout le monde attendait l'arrivée d'une montre chez Apple pour faire l'éducation du marché, tu vois ce que je veux dire. Même les concurrents, c'est un peu sur le modèle de la télé où pendant des années les constructeurs de télé disaient non mais on serait vraiment ravis qu'Apple arrive sur le marché des téléconnectés parce que ça permettrait de parfaire l'éducation du marché et ça bénéficiera à tout le monde. Là, je pense qu'on n'a plus besoin de dire aux gens ce qu'est une montre connectée. Maintenant, c'est vrai, Paul a raison, la vraie question, surtout à 350 €, ça va être de dire mais je vais faire quoi exactement avec. Combien de fois je vais la recharger ? Apple part avec une sorte de handicap relatif, c'est que cette montre-là ne fonctionnera qu'avec un iPhone évidemment, donc ça circonscrit déjà le marché. Les montres Android ont le même problème à l'envers. Maintenant, de fait, on attend de voir les applications et puis les différents prix, des différents modèles dans les différents formats. En clair, il va falloir l'avoir un peu au poignet quelques jours pour arriver à se faire une opinion définitive. Elle est très jolie, mais bon, elle reste carrée. Voilà, elle a tous les
défauts relatifs qu'on lui connaît. Et surtout, elle arrive là aussi sur un marché où d'ordinaire on ne change pas de montre tous les ans. Ouais. Et encore une fois, Apple lors de sa présentation a beaucoup insisté, et c'était là le côté un petit peu révolutionnaire, un peu différent des autres, c'est son système de navigation avec sa petite molette sur le côté. On sait que voilà, ils ont créé une nouvelle présentation qui soit différente du système tactile qu'on a sur l'iPhone, hein, pour grossir, zoomer, avancer. C'est assez original, on va voir si ça va fonctionner. Concrètement, par rapport à ce que vous avez vu sur le marché, la Motorola 360 que vous avez eu en main aussi bien Fanny que Cédric, ou encore la dernière de chez LG qui est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui lui manquerait à votre sens en dehors je dirais, des critères purement esthétiques, rond ou carré? On ne sait pas, parce que là aussi, il faudrait pouvoir il y a des choses qui sont dans la conception dont je trouve que ça a été vraiment, vraiment bien fait côté Android. Exemple, la gestion des apps. Tu vas pas avoir un App Store spécial pour ta montre à côté de l'App Store On va voir. de ton téléphone. Non, mais c'est qu'il y a un Mac Store, un App Store, un iTunes Store. J'ai bien peur que si. Côté Android, ils ont fait un truc simple. Si tu es développeur et que tu fais une extension pour montre connectée pour ton application existante, et si l'utilisateur a une montre connectée, l'extension des applications qu'il a déjà sur son smartphone seront automatiquement installées, mises à jour, gérées directement par le système. Si je peux me permettre, je crois que ça marche comme ça aussi sur l'Apple Watch, parce que j'ai cru voir passer dans le kit de développement qu'en fait les applications c'était donc que des alias avec des tout petits éléments graphiques qui s'installent sur la Watch, et c'est effectivement des applications de 1 mégaoctet voire même moins qui s'installent en Bluetooth. Si tu as l'application, tu as l'application compagnon qui s'installe sur l'Apple Watch automatiquement. Bon, c'est bien, parce que ça me semble être de fait la manière la plus intelligente de le gérer, parce que sinon c'est un enfer à gérer, t'imagines. Excuse-moi, je fais la mise à jour de ma montre. Ça va quoi. Ça va venir. Ou excuse-moi, il va falloir que je recharge ma montre. Ça arrive d'être arrivé. Le Seigneur nous est en sa sainte garde. Et donc déjà fait mise à jour de sa Tesla. Hein. Oui. Oui, c'est vrai, il faut que je mette à jour ma voiture. C'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps. Genre, attends, j'ai un train à prendre, il faut que je recharge mon livre et ma cigarette. Tu vois que le futur est un truc totalement stupide. C'est ça le progrès. Rodrigo, Fanny, votre impression sur cet Apple Watch? Avec un peu de recul, on apprend par petites brides de nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver. On a appris récemment, j'ai rencontré les gens de MyCanal, donc les gens de Canal+, qui font l'application, l'excellente application MyCanal du groupe Canal, donc pour CanalSat et Canal+, qui est en train de réfléchir, qui va porter MyCanal sur l'Apple Watch, pas pour regarder la télé, évidemment, mais pour être prévenu de programmes, par exemple, pour pouvoir télécommander tout simplement son décodeur ou sa box. C'est-à-dire que tu auras la tête d'Antoine Decaune comme smiley, ça peut être génial. Ça peut être génial. Écoute, on cherche de nouveaux usages. Rodrigo, Fanny. Oui, donc je disais moi, j'ai testé toutes les montres Android et hélas, elles sont toutes trop grosses pour un poignet féminin. Donc j'attends beaucoup le petit modèle d'Apple rien que pour ça, parce qu'il n'y a aucune montre Android qui a été foutue de sortir dans les temps pour me plaire. Malgré peut-être la Gear Fit chez Samsung, mais c'est là qu'elle est très bien. Regarde la fameuse montre connectée activité de WeThings. Mais non, elle n'est pas trop grosse, c'est combien aussi en garçon qu'aux filles, je t'assure. J'ai vu une des applications qui m'a éclaté et qui a éclaté la communauté geek, le groupe geek sur Facebook qu'on a, ça a été de pouvoir customiser sa montre avec toutes les belles montres de luxe ou inventer ses montres, etc. Non, mais ils ont inventé, il y a des montres Homer Simpson, tout ce que tu veux, mais voilà, c'était juste de pouvoir programmer ses cadrans et de le changer en fonction de son humeur du jour, etc. Du coup, il y a eu, je sais pas, une trentaine de montres qui ont été achetées dans la semaine suite à cette application qui s'appelle Faces. Et voilà, donc moi j'attends ce genre de petite killer apps qui va faire que tu as envie de porter cette montre, que tu peux la mettre à jour, et puis aussi après de pouvoir, quand tu pars te promener ou que tu fais du vélo et que tu as lancé ton Google Maps, que ce soit sur une Android ou sur une montre Apple, de pouvoir avoir les indications tourner à droite, tourner à gauche, juste sur le petit cadran à ton poignet, et pas devoir sortir ton iPhone que tu as en équilibre dans une main et que tu manques de te ramasser la tronche parce que c'est pas bien. Et c'est là où j'ai une vraie interrogation, Fanny, sur ces usages, notamment en matière de sport. On sait qu'il n'a pas de GPS, donc il faudra l'associer avec son iPhone si on fait du vélo comme Rodrigo ou si on fait la course à pied. Se dire qu'il faut embarquer son iPhone pour avoir par exemple des données de cartographie, des choses comme ça. Je sais pas, je demande à voir par l'usage. Là, je suis assez curieux en tout cas. Mais dans les deux cas, de toute façon, que ce soit Android ou que ce soit Apple, dans tous les cas, il faut embarquer ton smartphone avec toi. C'est juste une extension de ton smartphone pour l'instant. Rodrigo, ton avis sur l'Apple Watch?
Non, mais j'imagine même pas que tu embarques pas ton smartphone pour aller nulle part, en fait. Oui, non, mais quand je vais courir, je peux laisser le smartphone et avoir la fonction Endomondo dans mon iPhone, dans mon Apple Watch. Ta femme, ta mère, ton arrière-grand-mère qui va t'appeler. Non, elle n'est plus de ce monde, Rodrigo. Ton téléphone sur toi. Malheureusement. Bon, allez, je vais encore faire mon je trouve grognon, mais bon. On va découper l'Apple Watch en 3. Si tu veux un garde-temps, qui est un mot usurpé par Apple, tu vas chez Breguet et puis point. Donc tu ne crois pas du tout au créneau luxe pour une montre connectée? Pas luxe, la montre à 24 carats à 5, 6 000, 7 000 euros, comme on peut l'entendre sur la rumeur, tu n'y crois pas? Non, mais oublie. Ouais. On n'est pas du tout ni sur le même image, ni sur le même besoin, ni sur le même bénéfice, rien. Ça n'a rien à voir. Deuxième chose. Il n'y a pas de transmission, comme vous l'avez si bien expliqué Jean-Louis Fréchat dans l'émission qu'on avait consacrée à l'Apple Watch. C'est-à-dire on transmet sa montre à ses enfants, c'est un investissement sur des générations. Non, mais moi je suis chez Breguet parce que le gars, ils ont inventé. Abraham Louis Breguet, il a commencé à inventer l'horlogerie moderne en 1785. Je ne vais pas me dire qu'un téléphone qui sort en 2015 ou un machin en 2015 va me parler. C'est sûr. A priori, ça marche pas. Deuxième chose, si c'est toute une série de capteurs qui sont connectés, comme moi j'ai là, vous voyez, j'ai ma Swatch habituelle et mon capteur Jawbone, ça remplace les deux, why not? Ça peut être intéressant. Mais le troisième segment est plus rigolo. Dans cet excellent magazine dont on parlait la semaine dernière, qui s'appelle iCreate. Oui, c'est mon coup de cœur en fin d'émission. On vous parle de ce bouton qui a fait un tabac sur Indiegogo, qui est programmable. Ouais. Et donc on appuie sur ce bouton qu'on colle n'importe où et on peut faire n'importe quoi derrière. C'est quelque part un IFTTT. On se dit, j'appuie sur un bouton et ça fait quelque chose. Ça allume les lumières, ça me dit que j'arrive, ça commande le pain, ça fait le café. C'est un peu le concept de Moser aussi, hein. Mais oui, des capteurs de santé. En ce sens-là, je le trouve intéressant. C'est-à-dire que d'avoir plein de petites applications qui sont comme un petit bouton pour faire une monotâche, ça ne se substitue pas du tout à ce que l'on fait sur un smartphone. Ça a son sens de l'avoir au poignet, ce petit bouton qui permet de programmer différentes choses ou de lancer une action très simple sur différentes choses. J'en veux pour preuve que quand ils ont fait la démo, ils parlaient d'une voiture. Je ne sais plus si c'était une BM ou une Mercedes. Qui permettait par exemple de se dire tiens, j'appuie sur un bouton et je sais où est-ce que j'ai garé ma voiture, par exemple, ou d'ouvrir la voiture. En ce sens-là, oui, l'Apple Watch a peut-être un intérêt. Maintenant, moi, je ne suis pas client cible premier. Alors pour conclure, messieurs, sur l'Apple Watch, on ne connaît pas encore la date de sortie. On imagine que c'est avant le printemps, le début d'année, avant le changement de saison, début 2013. Mais 2013, c'est janvier. 2015, pardon. Ouais, je suis resté bloqué en 2013. Je ne sais pas pourquoi. Wow. Mais c'est pas grave. Entre janvier, oui, merci. Il est charmant ce garçon. Entre janvier et mars, quelles sont les dernières informations que vous avez soutirées aux responsables d'Apple? Tiens, Cédric. Aucune. Non, aucune. Mais on espère la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. On pourrait espérer la Saint-Valentin, même si on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire que Apple, là, on l'a dit souvent, Apple ne préannonce rien parce qu'évidemment, quand tu préannonces, tout ce que tu vends s'arrête. Si tu préannonces l'iPhone 3 mois à l'avance, des nouvelles familles de produits qu'ils ne produisent pas par avant. Ouais, donc là, c'est le cas pour l'iPhone, l'iPad. Quand tout à coup ils introduisent une nouvelle ligne de produits, là, ils peuvent se permettre de dire dans quelques mois, vous allez voir, parce que ça ne peut nuire qu'aux ventes de la concurrence. Donc finalement, c'est tout bénéfice. Maintenant, on aurait pu s'attendre à ce que maintenant, par exemple avant Noël, Apple commence à préciser les choses en disant attendez, regardez, dans quelques semaines, là, dans quelques mois à peine, dans les toutes premières semaines, tous les tout premiers mois de 2015, vous allez avoir la montre, rien du tout. Donc voilà, on attend soit tu vois le carton d'invitation surprise, soit mais bon, il est même pas certain qu'il refasse un nouvel événement pour le lancement de la montre, quoique elle en a peut-être besoin parce que c'est un appareil, une ligne de produit qui a besoin vraiment d'éducation, quoi. Il faut montrer ce que ça fait, ce que ça peut faire, les premières applications tierces qui vont sortir dessus aussi. Donc voilà. Il y avait beaucoup d'interrogations, Cédric, si tu te souviens bien, au lancement de l'iPhone en 2007 ou au lancement de l'iPad, du même ordre en 2010, l'iPad aussi, tout le monde disait il faut le sortir un mini PC et puis finalement il a trouvé son chemin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations et que jusqu'à maintenant Apple n'a jamais refait de keynote au moment des lancements. On va voir s'ils vont changer leur fusil d'épaule. Ce serait peut-être presque un aveu d'échec en amont s'ils le font. Chez TE, je le ferai pas. Ce serait de fait un petit peu curieux. Ouais. Mais ça dépend parce que si vraiment les délais commencent à tirer en longueur, ils peuvent aussi attendre la WWDC en juin et placer ça dans la keynote de la WWDC.
ça marcherait. Ça fait trop loin, là. On annonce pas 6 mois à l'avance. C'est quelques mois. Bon, sur ça, je vous laisse parce que j'ai un avion à prendre. À bientôt, Cédric, bon voyage, et tu nous fais coucou de Las Vegas. Salut. On a quand même une petite info d'Angela Ahrens, qui est la responsable des Apple Store et de l'Apple Store en ligne également, qui a allez, lors d'une correspondance... Angela a fuité. Ça a donné quoi concrètement? Elle a dit qu'elle a expliqué un petit peu le déroulement de l'année 2015 chez Apple en disant « Nous avons une nouvelle montre qui arrive au printemps ». Donc c'est pas en février. On suppose le printemps, mais depuis, parce que c'était il y a un petit bout de temps, on a eu d'autres informations qui disaient que la Watch entrait en production et que donc la production de masse atteindrait un niveau qui permettrait une commercialisation vers la fin janvier. Donc on pourrait espérer ce lancement mi-février. C'est quelque chose de possible. Alors écoute, on va attendre tranquillement. Si c'est mi-février, on va être très vite sur le coup et on essaiera même de vous faire vivre ça, j'espère. Ils ne feraient pas une autre montre au bout de 6 mois ou même 3 mois comme ils nous ont fait avec le iPad? Non, l'iPad, tu as attendu... il y avait un an entre l'iPad 1 et 2. Non, le premier iPad, c'est quoi? Entre le 3 et le 4. Entre le 3 et le 4. Entre le 3 et le 4, il y a eu quoi? Il y a eu 6 mois entre les deux. Ils ne sont pas capables de nous faire l'iPad 2 et l'iPad 1, tu as eu... Non, c'est trop neuf, c'est une trop nouvelle catégorie de produits. Ils n'oseront jamais faire ça avec l'Apple Watch. T'imagines la grogne des utilisateurs? Surtout que ce n'est pas un produit que tu renouvelles tous les ans, a priori, une montre. Mais on va voir encore une fois. Accessoirement, lors de cette keynote, souvenez-vous, Apple a présenté un drôle d'objet qui sert à téléphoner, qui s'appelle l'iPhone. Et apparemment, il a eu un beau succès, l'iPhone 6, et notamment parce qu'il y a eu un format d'écran plus grand. Là, c'est la version extrême, l'iPhone 6 Plus que vous avez là. Alors, brièvement, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir un au pied du sapin, un petit bilan rapide, ça viendra, Paul. Fanny, tu as déjà posé la question, mais on le refait parce que c'est la fin de l'année. L'iPhone 6, convaincu, aujourd'hui, c'est en matière de téléphone ce qui se fait de mieux sur le marché? Franchement. Alors, ce qui se fait de mieux sur le marché, non, ça fait partie des meilleurs smartphones actuellement sur le marché, c'est clair. Avec d'autres, moi, il y a d'autres produits chez Android qui m'ont énormément plu aussi. Pourquoi tu as pris l'iPhone alors? Parce que je l'ai en très longue durée aussi. Et d'ailleurs, sache que dans mon sac à main, j'ai aussi un Lumia, un magnifique Lumia, et aussi en ce moment un BQ, donc un téléphone Android. Donc non, j'ai 3 smartphones, si tu veux savoir. Mais tu en as un préféré, je sais. Bon. Après, au quotidien, c'est l'iPhone, c'est celui que je change le moins souvent. Donc voilà. Après, il est très bien. Le iPhone 6 Plus, j'en suis ravie. Ça fait des super vidéos, des super photos. Donc pour mon travail, c'est un top outil. Il bug un tout petit peu moins, il reboot un petit peu moins, mais j'ai régulièrement la pomme qui revient. Donc alors justement, il y a eu pas mal de... Garde la pêche. Il y a eu pas mal de soucis sur l'iPhone 6, des problèmes de reboot sur l'iPhone 6 Plus. Au départ, effectivement, le Lumia rebootait beaucoup. On a même parlé à un moment donné des problèmes de mémoire. Ils ont changé les contrôleurs, possiblement et probablement. Moi, j'ai pas changé d'iPhone, il reboote plus. Donc, je sais pas si là. Oui, moi aussi. C'est pas. Ça a été, tous les iPhones n'étaient pas touchés. Ouais, mais bon, il y a peut-être. Mais c'était pas tous les iPhone 6 Plus qui avaient un problème de mémoire, apparemment. C'était probablement un badge d'iPhone de très grande capacité, les iPhone 6 et 6 Plus de 128 Go, parce qu'ils utilisaient des nouveaux types de mémoire qui exigeaient un contrôleur qui était visiblement pas adapté. Voilà. Fanny, tu as eu des soucis de torsion de ton iPhone. C'est le moment fort. C'est l'émission qui a le plus d'audience de l'année dans Refait le Mac. L'iPhone Bandit, souvenez-vous. Non, moi clairement, j'ai pas eu de soucis de torsion, et pourtant Dieu sait que je le mets dans mes poches arrière de jean et que des fois je me suis assise dessus un peu violemment, et comme j'ai dit, la plupart du temps, ma fesse a perdu face au iPhone. J'ai eu plutôt des bleus. Non, on le sent, il est dans la poche, on peut pas. Voilà, donc et honnêtement, oui, si tu vas à 2 mains là comme une brute, peut-être que tu vas le tordre. Mais honnêtement, j'ai vu des smartphones plus fins chez d'autres concurrents et personne les enquiquine avec la finesse et la souplesse de leur téléphone. Je pense que c'est vraiment histoire de faire du buzz et de casser les pieds à Apple. On sait, Rodrigo, que les années précédentes, tu étais assez critique sur les lancements des nouveaux iPhones, qui n'étaient pas forcément suffisamment innovants, même si tu as fini par changer. Quel regard tu portes sur ce lancement des iPhone 6 et 6 Plus, le fait qu'Apple ait enfin enlevé ses œillères et suivi les attentes des consommateurs avec des écrans plus grands? C'est un lancement réussi selon toi? En dehors, évidemment, des chiffres de vente qui s'annoncent bons, mais on n'a pas en détail, on attendra le prochain trimestre fiscal pour ça. J'ai l'impression de refaire la même partition tout le temps. Non, moi j'ai pas changé, je suis resté à mon iPhone 5S. Je reste à ma stratégie très long terme, ne jamais acheter un produit en première version chez Apple. Donc j'achèterais probablement un 6S ou un 6S Plus, mais là-dessus. Et non, je ne suis pas convaincu que l'écran beaucoup plus grand soit indispensable.
Est-ce que ça va encore réussir? Pas encore passé. Oui, mais une fois que tu auras adopté l'écran plus grand, tu verras que tu changeras d'avis. Pour toi, c'est un lancement réussi au sens qu'Apple a réussi à redorer son blason au niveau des téléphones premium où Samsung lui avait taillé pas mal de croupières. On va en parler dans un instant. Samsung, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Ne quittez pas, ne zappez pas. Voilà, est-ce que Apple a réussi à remonter son niveau en disant voilà, vous voulez un écran plus grand, on va vous le faire. Vous voulez acheter, on va en parler, vous voulez payer avec votre téléphone, on va le faire. Vous voulez une caméra de meilleure qualité, on va la faire, installateur optique, on va le faire. Enfin bref, ils sont enfin bougés les fesses, quoi. Eh bien, écoute, je partage pas ton analyse, moi. Chaque année, tous les 12 mois, il y a une nouvelle mouture d'iPhone et chaque année, les caractéristiques physiques sont meilleures. Donc, ça n'a rien à voir avec Samsung ou leur part de marché. Chaque année, on aurait eu une meilleure caméra, on aurait eu un peu mieux de batterie, un peu plus de vitesse, etc. La seule vraie différence, c'est la taille de l'écran. Écoute, moi, à titre personnel, je me promène toujours avec mon iPad mini. J'en suis ravi. Je n'ai pas besoin d'un phablet, moi. À l'époque, l'iPad initial était trop lourd. L'actuel est très bien. Et moi, je me promène avec les deux, ça me va très bien. Ouais. Rodrigo, le NFC, ils ont baissé leur froc. Ça a été quand même une bagarre depuis des années. Ça fait quoi, 3 ans qu'on attendait le NFC dans un iPhone? Ils l'ont enfin mis quand même. Faut pas déconner. Avec des déclarations de Phil Schiller qui disait que le NFC ça sert à rien. Finalement, il l'adopte, même si c'était un NFC qui quand même entre guillemets bridé, puisqu'il ne permet uniquement que d'utiliser dans Apple Pay. Ça va pas arriver tout de suite en France, mais Apple Pay, donc le système de paiement d'Apple qui pour l'instant n'est réservé qu'aux États-Unis. On avait prévu de faire un petit mot, mais on est un petit peu long ce soir, donc on enchaîne. Une chose qui n'a pas été annoncée lors du lancement des iPhone 6, souvenez-vous, c'est la mort de l'iPod classique. L'iPod originel, l'iPod avec la molette, a tiré sa révérence à l'occasion du lancement de l'iPhone 6. Est-ce que pour vous c'est dommageable? Est-ce qu'il y avait encore un marché pour ce type de baladeur avec un gros disque dur et plusieurs centaines de gigas de capacité? En tout cas, le marché, un élément de réponse, le marché de l'occasion explose pour l'iPod classique. Sachez que pour une version, non déballée, une version quasiment neuve sur eBay, vous pouvez en tirer jusqu'à $600 pour un iPod classique, comme quoi il y a encore une demande. J'ai du stock, moi, c'est bien. Le record obtenu, absolu, c'est celui obtenu par un iPod U2 en décembre dernier sur eBay. Un iPod quasiment neuf, U2, $90,000. Allez, il faudra sticker vos iPods classiques, vous pouvez en tirer un bon prix. Votre réaction à disparition quand même de l'iPod qui a transformé l'iPod classique, Apple, de fond en comble, lui a permis d'être là où il est aujourd'hui. Rodrigo ou Fanny? Moi, les iPods, si tu veux, c'était, j'en ai eu sur tous les touchs. À partir du moment où il y a de la vidéo, je n'ai jamais été très musique. C'était surtout la vidéo qui m'intéressait. Donc, honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour moi une fois que ça a été dans le smartphone. Donc, Rodrigo, toi qui écoutes plus de musique que moi. Rodrigo, c'était une mort annoncée, une chronique d'une mort annoncée assez logique, cette disparition du baladeur d'Apple. Est-ce qu'il y a un marché pour des fonctions pures? Pas vraiment, quoi. Donc oui, c'est assez logique que juste l'iPod classique soit parti. Il a initié le form factor, il a initié ce marché, il a initié, j'ai envie de dire entre guillemets, l'amour d'une énorme partie de la population pour la marque et pour ses produits. Le premier iPod classique était extrêmement laid, si vous vous souvenez. Moi, je suis pas d'accord. On n'a pas les mêmes goûts. Le premier était extrêmement laid, je trouve. Bon, bref. Moi, je n'aimais pas du tout. Mais par la suite, il s'est complètement affiné, est devenu très très chouette et Tony Fadell a fait un bon boulot dessus et voilà. Maintenant qu'il y a les voitures, les chevaux, on les utilise plus, quoi. Allez, en guise d'hommage à l'iPod, qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Moi, je suis de la génération iPod, si je puis dire. Que nous, on n'a pas eu de Walkman ni de Discman. Je me rappelle très bien de mes copains et moi-même et mes frères. Pas connu l'auto-reverse. Un pas connu l'auto-reverse, on faisait des scies sur un Commodore 64, on essayait de faire un... Ça, c'est dommage, regarde ça, c'était bien. Bah oui, c'était très bien, mais je me rappelle très bien qu'on faisait des babysitting et qu'on se tuait à la tâche pour pouvoir s'offrir des iPods. Et c'était c'est fini. C'était un objet vraiment, vraiment intéressant et très, très joli. Et on avait tous un iPod, quoi. On avait vraiment tous un iPod, que ce soit un classique, un nano. Donc pour moi, ça a vraiment été un objet très, très, très important et que je regrette parce que je pense que sur l'iPod classique, il y avait moyen de faire comme avec le Mac Pro, une vraie rénovation, de faire un baladeur audio HD, pourquoi pas, voilà, de refaire quelque chose comme ça, mais en plus moderne. C'est pas beau ça, franchement. Ça, c'est la troisième génération. Voilà, sa troisième génération avec les touches. Voilà, c'est très bien. Il y avait un moyen d'en faire un petit
l'affiner, de faire ce qu'a fait Pogno en fait, mais il y a encore un marché. Et puis parler peut-être aux audiophiles. On sait que les audiophiles aiment beaucoup stocker toute leur discothèque dans un iPod en HD, en haute définition. On en parlait il y a quelques semaines dans cette émission. Il y a peut-être c'était une piste également, le marché de l'audiophile. Apparemment, c'est pas la priorité d'Apple malheureusement. Hommage à l'iPod. Dernier produit présenté au mois d'octobre toujours. En marge, cette fois-ci, de la deuxième keynote qui a été introduite par Apple. C'est le renouvellement classique des iPads, l'iPad Air 2. Il y avait urgence cette fois-ci, Paul, car les ventes d'iPad depuis le début de l'année, elles ne sont pas très très fortes. La question, il fallait un petit peu redynamiser tout ça. On espérait une vraie rationalisation de la gamme. Est arrivé un iPad Air 2 plus fin, 18% d'épaisseur en moins, un peu plus rapide, 30 grammes de moins, 18 Go de RAM. 2 Go de RAM, donc 1 Go en plus supplémentaire. Touch ID qui permet enfin de le déverrouiller avec l'empreinte digitale. Est-ce que ça va suffire à redynamiser les ventes de l'iPad? Elles ont vraiment du mal. Essayons de comprendre pourquoi les ventes d'iPad patinent. Parce que c'est ce qu'on avait dit, d'ailleurs, je crois qu'on était tous tombés d'accord. Une fois que c'est-à-dire que j'avais déjà dit, tout le monde n'a pas une tablette, mais tous les gens qui voulaient une tablette ont une tablette potentiellement. C'est un objet cher, c'est un objet qui vieillit surtout beaucoup moins vite qu'un smartphone et qu'on ne change pas tous les ans, ni tous les 2 ans. Il y a encore combien de personnes qui ont un iPad 2 ? Donc clairement non, c'est pas ça qui va lancer les ventes. Après l'iPad Air 2, moi ce qui me plaît, c'est pas le fait qu'il ait perdu 18% en finesse, parce que je trouve que l'iPad Air était déjà très fin. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'écran laminé. Ça devenait clairement nécessaire. C'était le dernier produit à pas l'avoir. C'est cette technique qui colle la dalle de verre à l'écran. Et aussi le fait que Apple visiblement continue ses recherches du côté des processeurs et sorte toujours quelque chose de plus puissant. Et là, on a vu un vrai bond en puissance avec l'A8X qu'on espère retrouver très prochainement dans les iPhones et pourquoi pas dans les Mac un jour. Et donc pour moi, c'est pas une gamme d'iPad qui me plaît. En plus, l'iPad mini a failli mourir. Ici, j'ai l'iPad mini 3. Alors je l'aime beaucoup. Je suis très content, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est un Touch ID, quoi. C'est tout ce qu'il a en Voilà, c'est un iPad mini 4 avec un A8X qui vraiment pète le feu, une finesse, pourquoi pas un peu plus fin si c'est ce qu'Apple désire. Enfin, c'est un super produit. Il n'y a aucune raison, comme les rumeurs l'annoncent, qu'Apple arrête de faire cette tablette. C'est vraiment un bon produit. Elle est juste en train de tuer sa gamme en laissant une tablette digne de 2011 en entrée de gamme. Et voilà, c'est vraiment dommage. Donc pour moi, cette conférence d'iPad était assez décevante. Rodrigo, ton avis, est-ce qu'il y a un problème de lisibilité de gamme chez Apple? Il y a trop d'iPad aujourd'hui entre l'iPad Air 1, l'iPad Air 2, l'iPad mini 1, l'iPad mini 2, l'iPad mini 3. Je ne sais plus combien il y a de références. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est assez incompréhensible pour un utilisateur et surtout le prix, le ticket d'entrée est très élevé par rapport à ce qui existe chez la concurrence. Oui, monsieur. J'ai tout dit, c'est ça? Non, mais je le dis à chaque émission, j'ai l'impression de me répéter. Oui. Tout le monde ne regarde pas les émissions, Rodrigo. Donc tu peux te répéter, tu as le droit. Il y a trop de références. Ce qui faisait la beauté d'Apple, c'est que 1, ça marche, 2, c'est simple, et 3, c'est super simple de comprendre l'offre. Voilà. On réfléchit assez à notre place. On va bientôt arriver chez Apple avec ce Tim Cook à avoir des packaging. Vous vous souvenez de cette très très belle pub packaging Apple contre packaging Microsoft, où on a 23 000 références, des mentions dans tous les sens. Tu as l'option à 32, 64, 128, 156 Go avec ou sans Wi-Fi, avec Wi-Fi A, C, B, N, A, C, G. Voilà quoi, c'est comment ça veut dire pénible. Ouais. En tout cas, simplifions. Ton avis, Fanny, on sait que toi, du côté, toi qui as des enfants, je crois qu'ils ont fait un choix naturel, eux. Je leur ai fait un choix naturel, ils ont des tablettes Android à pas cher. Voilà, oui. Si tu veux. C'est le choix naturel, je les casse. Dernièrement, tu vois, j'en ai un qui a réussi à me péter sa prise casque dans le casque et donc il a fallu que je démonte la tablette pour ressortir le bout du casque. Tu ne pourrais absolument pas le faire avec et encore une fois, là, on voit un petit peu les contradictions d'Apple qui disent mais non, on a une gamme premium, donc on a un ticket d'entrée plus élevé, mais quand on fait un iPad mini, qui est a priori un iPad pour ceux qui n'ont pas un iPhone 6 Plus, donc qui auraient besoin d'un iPad mobile, donc plutôt des jeunes qui n'ont pas forcément un fort pouvoir d'achat. C'est pratique en plus comme objet, quoi. C'est génial. Donc c'est un produit pour évangéliser sur les usages. C'est ce qui manque aujourd'hui. Tes enfants aujourd'hui qui utilisent une tablette Android, peut-être qu'une fois qu'ils seront picousés à Android, n'auront pas envie d'en changer et de passer à autre chose. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui au sein de la gamme iPad. Là c'est pareil, sur les smartphones, ils sont passés sur Android et voilà. Et donc eux, je pense qu'ils vont rester dans cet environnement-là.
Il y en a un qui a eu un iPhone pendant longtemps. Au début, il était gêné parce que par rapport à certaines applis et tout. Et puis là, je lui ai proposé il n'y a pas longtemps de rééchanger. Il m'a dit ouais, non, je garde mon Nexus, c'est très bien. Au moins, si tu le casses, je sais que tu m'engueuleras moins. Donc voilà. Donc voilà, ils ont pris leurs habitudes dessus. Donc ouais, je pense qu'en effet, sur la jeune génération, c'est une erreur. Et en bossant à Melty, par exemple, je bosse avec beaucoup de gens qui ont moins de 30 ans et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des iPads ou des iPads. La question, c'est les jours où ils auront les moyens, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. C'est comme tu t'es habitué à quelque chose et que, à moins que l'ergonomie rechange, qu'il y ait vraiment un truc en plus, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est ce que je dis depuis le début de l'émission. Ils font tous la même chose. C'est une histoire d'habitude. Les derniers éléments, les lancements phares d'Apple. Question d'habitude et pas que. On a deux segments, Olivier. C'est comme partout. On a le segment luxe et le segment du prêt-à-porter. Tu dis beaucoup que Samsung a taillé des croupières à Apple, peut-être en part de marché, mais certainement pas en part de marge. C'est certain. Mais il y a quand même un moment donné où il faut quand même une part de marché critique pour pouvoir attirer les développeurs. Bon, c'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais c'est plutôt l'iPhone qui tire les développeurs aujourd'hui que l'iPad. Mais bon, on sait que les choses vont très vite dans le secteur des technologies, qu'Apple peut encore rectifier le tir et qu'à fur et à mesure que les technologies se banalisent, les prix peuvent être un peu plus accessibles. Nous le verrons. C'est vrai que l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini, est quand même un petit peu cher. Et la techno, elle a quand même 3 ans, ça commence à durer un petit peu. Voilà. Le dernier lancement phare de cette année, souvenez-vous, c'était l'iMac Retina. Ça fait énormément plaisir à Paul Ronick. Enfin, qu'il y ait du nouveau question Mac. Moi, j'étais un peu déçu. Je voulais un nouveau design. Moi mais aussi. bon, on a eu un écran Retina 5K. Pourquoi faire pour un écran 5K? Pourquoi faire? T'as raison, ça sert à rien, on devrait s'arrêter là. Non, alors pourquoi faire? Déjà parce que le marché commence à s'orienter vers le 4K et que chez Apple, on n'aime pas faire comme les autres. Donc, on fait du 5K. Ensuite, le Retina, le principe, c'est de doubler ou quadrupler la résolution. Pour doubler la résolution d'un iMac 27 pouces, on ne pouvait pas faire du 4K. Ce sera pour le 21 pouces. Pour le 27 pouces, pour arriver à cet effet Retina, il fallait automatiquement passer sur du 5K, qui est une résolution qui n'est gérée par rien ni personne, ce qui fait qu'Apple a eu recours à un certain nombre de hacks pour faire fonctionner son écran. Ils utilisent 2 lignes DisplayPort, les cartes graphiques sont un peu spéciales. Il y a le fameux timing controller, même l'écran, la structure de l'écran. D'ailleurs, c'est assez remarquable. Entre un iMac Retina et un MacBook Pro Retina, qui ont tous les deux une technologie assez similaire, on voit clairement qu'il y a eu un progrès sur les écrans Retina chez Apple et que la luminosité, le contraste, tout ça, c'est pas du tout la même chose. J'espère que les prochaines générations de MacBook Pro Retina vont tirer parti des nouveautés de l'iMac Retina. C'est une très belle machine, mais clairement, on voit, et pour le coup, on voit un peu les ficelles. C'est une première révision, et ce qu'Apple essaye de faire passer pour de l'ingénierie, c'est surtout des manières de faire fonctionner un produit qui est un petit peu en avance. Des astuces. Et ce qui expliquerait sans doute les difficultés de livraison aujourd'hui que connaît l'iMac 5K. Très difficile à fabriquer, à mon avis, comme le Mac Pro au début. Rodrigo, convaincu par l'iMac 5K Retina, à l'heure où le Mac Pro, on le disait la semaine dernière, est lancé en début d'année et n'a pas de moniteur externe 4K, on voit arriver un iMac 5K chez Apple. C'est-à-dire que si je veux faire du 5K avec mon Mac Pro, je ne peux pas, il faut que je m'achète un iMac. Tu ne trouves pas ça un peu aberrant? Je vais faire un coming out, Olivier. Vas-y, chouchou. Regarde. Je m'en suis acheté un, c'est ça? Non. Non. Il met ses lunettes. Moi, Retina, ça me parle plus beaucoup, moi. Parce que tu as des lunettes. D'accord. Mais ouais, donc c'est mes lunettes de lecture. Donc. Rodrigo. Non, mais plus sérieusement, moi j'ai des écrans HD 1080, j'en ai 2 depuis 2006. Ça me suffit, mais vraiment largement pour mes besoins au quotidien. Je sais pas ce que je vais faire en mettant. Pourtant, tu es photographe, un prosumeur comme on appelle, vraiment un photographe avancé. Et on sait que le 5K, ce serait du sur-mesure pour toi, parce que ça permettrait d'avoir à la fois des palettes et une photo 4K. Voilà, une photo 4K plus les palettes autour, quoi. On zoome, et ensuite ça sert à quoi? Pour les afficher chez toi? Je les affiche pas chez moi, je les affiche sur ma télé, mes photos. Ma télé, elle est juste HD 1080p, donc on s'en fout, quoi. Ouais. On est en train de donner à manger à un animal qui veut pas manger, qui a plus soif, et on dit vas-y, je veux prends-en, c'est de la bonne. Tu vois, ça n'a pas d'intérêt concret. Oui, ça se discute. Le passage du DVD à l'HD 1080 est très visible. Le passage de résolution en 4K au cinéma, oui, c'est très visible. Mais chez toi, sur tes écrans,
Là, on est en train de vraiment dépasser la limite de ce qui est utile, quoi. Sachant que le terme Retina, c'est un terme qui est resté vraiment dans l'environnement Apple pour l'instant. C'est une distance de calcul, en fait. C'est une distance de calcul et que, bon, dans le grand public, je ne suis pas sûr que ce soit un argument de vente. Et il faut l'expliquer, je suis bien du plaisir. Ouais, mais tu dis aux gens... prosumer, oui, mais au grand public, je sais pas. Tu dis aux gens, j'ai vu le MacBook Pro Retina, ils comprennent que c'est un écran mieux. Tu leur dis, regarde, un iMac 5K, ils vont faire, ouais, ok. Par contre, tu leur dis que c'est un iMac Retina, bon, c'est un terme marketing qui a fait un peu son chemin. Ouais. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, Rodrigo, parce que le fait est que même pour travailler sur du texte, on est moins vite fatigué, c'est peut-être dû aussi à la luminosité de l'écran. Les écrans Retina, pour moi, c'est quand même un plus. Oui, reste à voir si c'est un argument. Tu sais, moi, ça fait 20 ans, pour changer de machine. Voire un peu plus que... je dirais une grosse bêtise. Moi, je travaille sur des écrans d'ordinateur avant ta naissance. Mais j'ai travaillé sur des écrans 80 colonnes sur un Apple II, tu vois. mais moi aussi, voire même 40 colonnes à l'époque, il y avait les deux modes. Et je n'ai jamais eu souvenir d'avoir l'écran fatigué, tu vois. Les yeux fatigués. On cligne des yeux, on fait une pause. Ils comme ça, tu sais, les écrans verts de chrome, quand tu les allumais. Voilà. Je sais pas, c'est des arguments marketing qui s'adressent à une population crédule. Non, j'ai pas dit que c'était indispensable, j'ai dit que c'était un plus et que c'était agréable. Oui, c'est encore heureux que ça va un plus, sinon je ne vois pas comment on changerait de machine. Mais c'est pas forcément. Moi, vous savez ce qui me manque, c'est un écran sur lequel on peut appuyer dessus. Encore une fois, c'est pas pour faire tous les usages, mais simplement, ça me semble. Juste un écran on peut appuyer. Oui, un écran tactile, allez, voilà, le mot est dit. Je veux un Mac avec écran tactile. Windows. Ouais, ça existe. Il y a des pubs un peu partout. Ouais, et en plus, il t'a mais on le veut sur Apple. Ouais, et en plus, il t'a sur le Pro 3. Sur la Surface Pro 3, ça marche plutôt pas mal. Mais pourquoi tu n'installes pas un clavier Logitech genre rouge sur un iPad? Comme ça, tu veux dire? Eh ben, c'est la solution, c'est vrai que c'est. Mais je préfère le Mac à l'iPad. Moi, je suis un vieux maintenant, j'ai pris mes habitudes. C'est difficile de changer. C'est déjà le produit. Tu veux que le clavier soit en plus brandé Apple et qui coûte 5 fois plus cher. Voilà, exactement. Allez, on va passer à la fin de l'année, si vous êtes d'accord, les mois de novembre et décembre. La fin de l'année est marquée par le trou d'air de Samsung dans les ventes de ses mobiles sous Android sont en baisse, durement concurrencés par les modèles des constructeurs chinois, facturés bien moins cher. Une telle mésaventure peut-elle aussi survenir à Apple? Autre question, où est donc passé le grand absent de l'année, l'Apple TV? Enfin, pour conclure, retour sur la politique de sous-traitance d'Apple en Chine. Alors, quelle est votre réaction à ce trou d'air de Samsung? La part de marché de Samsung a brutalement chuté de près de 7,7 points, passant de 32,11% à 24,4% pour le troisième trimestre, selon les données du cabinet Gartner. Alors qu'en même temps, la croissance du marché du smartphone progresse. La croissance, elle va crescendo de l'ordre de 20% dans le monde. On parlait dans l'émission précédente, Fanny, que les téléphones chinois ont fait forte impression aux observateurs et aux journalistes qui étaient au Mobile World Congress. Pas seulement apparemment, c'est aussi les consommateurs. Oui, pas que, on a vu sur toute l'année et puis on a vu encore d'autres marques arriver, donc c'est en train vraiment d'évoluer, mais c'est quand on voit des smartphones arriver à 150, 200 euros face à ces Samsung ou ces iPhones qui sont vraiment extrêmement chers, forcément que le grand public se dit ça marche un petit peu moins bien, l'appareil est un petit peu moins bon, mais ça lit mes mails, ça fait les photos, ça fait GPS et tout. Pourquoi je vais mettre 500 euros de plus? Donc, non, mais au-delà, on n'en est pas là, Fanny. Il y a des téléphones, et tu nous en parlais dans les différentes émissions dans lesquelles tu as participé, des téléphones chinois que ce soit chez Huawei ou chez Lenovo ou chez Xiaomi, je ne sais pas si je prononce bien, qui sont des clones purs et simples des téléphones Android haut de gamme des fabricants coréens, donc voire même avec une qualité de fabrication un petit peu supérieure en utilisant le OnePlus One. Ouais, le OnePlus One, notamment en utilisant des matières nobles qui sont chères à Apple, et avec le même système d'exploitation et pour moins cher. Dès lors, on comprend que pour les vendeurs, les marketeurs de chez Samsung, ça devient un petit peu compliqué de justifier le prix. Oui, c'est clairement le problème, c'est que là, ça attaque de tous les fronts et avec des bonnes qualités aussi, et voire même, on a vu chez certains, de produire eux-mêmes leurs processeurs, ce qui change aussi la donne, puisque beaucoup de fabricants passent par Qualcomm ou des marques, d'autres marques, et donc en externe. Et là, on a Huawei qui fait son processeur Quadricor, je crois, il le produit. Ça devient l'alter ego d'un Samsung qui produit aussi ses processeurs. Et on le voit pour Samsung,
la part de marché qui est la plus difficile, celle qui connaît la plus forte baisse, où c'est carrément une hémorragie, une saignée, dirons-nous, elle est de 28,6%. C'est en Chine, hein, c'est là où Samsung, jusqu'à maintenant, performait plutôt bien et s'est laissé déborder par les constructeurs chinois. Alors, Rodrigo, ça te surprend? Est-ce que demain, les Lenovo, les Huawei, les Xiaomi seront les LG, Samsung d'aujourd'hui, ils vont leur chipper la place, comme les Coréens ont chippé la place aux Japonais ou aux Européens avec Nokia, bien sûr. Je ne parle pas d'Apple. J'allais dire c'est fort probable, pas tout à fait. Il y a quelques différences quand même importantes. Le Japon, non, plus sérieusement, le Japon est en récession depuis presque 24 ou 25 ans, structurel. Il y a un problème d'économie très important qui fait après les années 80 glorieuses où ils ont inventé plein de techniques de management, de la gestion juste à temps, le Kanban et tout ça, qui ont été ensuite copiés. Toyota, hein, qui a inventé plein de trucs. Oui, il y a toujours une phase de copie, une phase d'innovation. Il y a un problème démographique très très important, un problème économique qui a précipité donc ce côté-là. Les Coréens n'ont pas le même problème, économique. Donc je ne les vois pas disparaître tout de suite parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Leur chaebol, donc c'est les conglomérats coréens, sont très efficaces. Samsung est un très gros acteur qui est très présent. Je ne les vois pas disparaître. En revanche, c'est vrai que les Chinois se développent à une vitesse mais hallucinante. Pour nous qui sommes allés souvent là-bas, je pense à moi et à Fanny, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ils construisent un gratte-ciel. Par exemple, en 2 mois, c'est fait, quoi. C'est 100 étages. Xiaomi, qui a 5 ans, ça vaut 45 milliards. Ils ont des atouts incroyables. J'en citerai quelques-uns. Les meilleurs éléments du pays, donc ce qui serait genre l'équivalent de l'ENA et de Polytechnique, chez eux, et c'est une vieille tradition des mandarins, travaillent pour le gouvernement. Donc ils ont des équipes extrêmement efficaces aux commandes. Premier point. Deuxième, ils ont un marché intérieur énorme avec une classe moyenne qui se développe sur les côtes, pas à l'intérieur mais sur les côtes, extrêmement grande. Donc n'importe quel lancement, ils peuvent utiliser un marché intérieur, tu vois, pour démarrer à très bas coût. Troisièmement, ils ont toute cette main d'œuvre pour se développer très très vite à très faible coût, donc et d'être extrêmement compétitif avec le reste du monde. Donc effectivement, la Chine va devenir ou est devenue la première puissance mondiale. C'est eux qui rachètent la dette des différents pays, des États-Unis en premier, mais également en Afrique, ils sont très présents. Donc oui, les acteurs chinois, on va en voir d'autres. On voit depuis 15 ans l'émergence des Huawei, des ZTE, tous ces gens-là. Puis Lenovo qui vient de racheter Motorola, hein, enfin qui a absorbé Motorola cette année. C'est pas rien. Hein. Quand même ne serait-ce que Jack Ma avec son Alibaba, tu vois, c'est la première introduction en bourse, la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. On regardait, ils ont fait 4 fois plus dans la journée du 11 novembre en chiffre d'affaires que tous les sites américains en Black Friday. Donc oui, la Chine est le prochain hégémone, ou je sais pas comment on dit en français, c'est très très clair, mais ça veut pas dire que les Coréens vont disparaître tout de suite. Oui, d'accord. En tout cas, ils vont devenir un acteur dominant. Oui. Et en tout cas, une chose est sûre sur le marché, c'est les acteurs, c'est les constructeurs qui progressent le plus. Hein, alors que Samsung est en baisse, Lenovo qui vient donc d'absorber Motorola, Huawei et Xiaomi gagnent près de 4,3 points de part de marché, alors que dans le même temps, Samsung en perd 7,7. Donc on voit bien à qui profite le crime. Oui, Rodrigo, ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Il y a un dernier point sur les Chinois. On les a cantonnés à de la main-d'œuvre pas chère et à du hardware. Faut s'attendre à voir venir de l'innovation pure qui vient de Chine et du service, remonter dans la chaîne de valeur et être des acteurs de dimension mondiale tout à fait indépendants et innovants de leur propre chef. Ce qui s'est passé en son temps avec les fabricants japonais et puis qui s'est passé en son temps avec les fabricants coréens et qui sont montés en puissance et qui ont innové et puis voilà, mais ça va être intéressant à suivre. Alors dernière question concernant cette montée en puissance, cette baisse de Samsung, montée en puissance des Chinois. Jusqu'à maintenant, Apple a été relativement préservé avec la nouveauté qu'a représenté l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, qui a bien dopé la vente, qui s'est bien installé comme l'une des références des téléphones premium, ce qui n'est pas le cas de Samsung et le Galaxy S5. Est-ce que vous pensez, quand on voit aujourd'hui ces téléphones chinois qui arrivent, qui ressemblent beaucoup aux téléphones d'Apple sans iOS, représentent un risque pour Apple? Ils se font copier franchement aujourd'hui sur le design. Il y a des clones d'iPhone 6 aujourd'hui en Chine. Ils n'ont pas iOS 7 ou iOS 8. Est-ce que cette différenciation par le système qui a été si importante ces 2 dernières années, qui a coûté du temps à Apple,
est-ce qui fait la différence selon vous aujourd'hui et sera suffisante à faire la différence dans l'avenir? Et ce sera le mot de la fin. Il y a toujours eu des copies de iPhone en Chine. Le Google. Mais là, tu les as en grande série. Là, c'est Huawei, c'est Xiaomi, c'est les nouveaux. C'est pas des téléphones que tu trouves au marché chinois, quoi. Hein, c'est vraiment, tu vas les trouver chez les grands opérateurs. Non, mais ça, et puis, c'est des téléphones de qualité, en termes de qualité de fabrication. Hein. C'est pas des pâles copies. Mais après, il y a la marque. C'est Apple et ça touche une certaine cible et cette cible elle est là et elle achètera du Apple parce qu'elle veut du Apple, ce que disait Rodrigo avec le luxe. Et voilà, et après tu as le logo qui fait que, et puis après tu vas avoir les gens qui sont un peu plus malins qui veulent avoir la qualité mais sans le logo et qui payeront le prix chez ces marques là. Je pense que c'est pas la même cible. Je sais pas ce qu'en pense Rodrigo, mais ça changera pas grand-chose pour Apple. Leur truc, c'est qu'il faut qu'ils continuent d'innover pour faire la différence, ça c'est sûr. Un dernier mot peut-être sur... Ce que dit Fanny, elle a raison. Moi, tu vois bien, je fais le Chevre-Grognon depuis tout à l'heure, mais des nouveautés de système d'exploitation aujourd'hui, des nouveautés de spécifications matérielles, des introductions de nouveaux éléments légèrement différents dans la gamme, ça me fait plus du tout fantasmer, ça me fait plus du tout acheter des produits chez Apple. Donc iOS, ça suffit pas, selon toi, on est bien d'accord. Non, donc il faut réinventer des services qui m'embarquent. Alors ils l'ont fait avec l'Apple Watch, mais moi ça me parle pas. Mais il faut qu'ils soient un peu plus pertinents dans comment ils améliorent ma vie au quotidien, dans des bénéfices réels, et pas juste déplacer la boîte de recherche d'en haut à droite au centre de l'écran. Ça, on s'en fout. Bilan, si Apple veut rester, en tout cas, l'un des leaders du marché de la téléphonie premium, il n'aura pas d'autre choix que d'innover, ce qui est plutôt sain. Il ne pourra pas se contenter de faire évoluer par petites touches comme il l'a fait les années précédentes, en tout cas avant l'arrivée de l'iPhone 6. On avait prévu pour le mois de décembre de vous parler de la polémique autour des usines d'Apple en Chine, mais on est près d'une heure d'enregistrement, donc on ne va pas pouvoir aborder ce sujet-là. Un petit mot dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire, franchement On peut se poser quelques questions. Allez, allons-y, 10 secondes. Est-ce qu'Apple peut faire mieux Qu'est-ce qu'Apple peut faire avec son j'ai pas les réponses. Avec son trésor. Justement, c'est à nous qui parlons d'Apple et des marques en général, de se demander. Non, la vraie question, c'est est-ce que Apple est sincère, est-ce que Tim Cook est sincère quand il dit mais oui, mais nous, on est quand même la marque qui fait le plus pour essayer d'influer sur nos usines, enfin du moins les Foxconn et compagnie, pour qu'ils lèvent un petit peu le niveau. Mais on voit bien qu'il y a encore malheureusement des failles dans le système, c'est le mot qu'on puisse dire. Ils ont fait des efforts, par exemple, quand Apple s'est targué, je me rappelle très bien, il y a eu des pages entières sur le site d'Apple sur le fait qu'Apple n'utilisait plus de métaux issus de conflits, ou en tout cas essayait de ne plus le faire. Oui. J'aimerais qu'Apple fasse la même chose, si c'était possible, pour ce genre de polémique, même si c'est vrai qu'on a toujours tendance à oublier que ces usines où il y a des problèmes, elles sont aussi utilisées par d'autres entreprises, que ce soit HP, Nokia. Elles fournissent la terre entière. Voilà. C'est vrai qu'à partir du moment où on se reporte sur Apple parce que Apple se donne un côté un peu humanitaire. Oui, se veut une image un peu humaniste, et au-delà, c'est vrai que quand on parle d'Apple, on le voit sur Internet, hein, quand on met Apple dans un titre, il est plus lu que si c'est une autre marque, hein, c'est automatique. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une vraie sincérité derrière le discours Tim Cook? C'est difficile à dire. En tout cas, il y a une vraie volonté sur le terrain de le faire. Malheureusement, elle ne s'est pas forcément systématiquement traduite dans les faits. Il faut se souvenir que du temps de Steve Jobs, il y a quelques années, lorsqu'il déclarait à Walt Mossberg, à la conférence des 7 ou des 6 à l'époque, je ne sais plus, c'est quelques années à l'époque, on l'interrogeait sur Foxconn, il disait mais c'est très bien comme usine, il y a des cinémas, il y a des piscines, et personne ne trouvait rien à dire parce que c'était Steve Jobs et on ne pouvait pas attaquer une icône de la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est plutôt sain, les choses ont changé et il y a une vraie prise de conscience. C'est ça la spécialité, hein, Tim Cook, la logistique, ses problèmes d'approvisionnement. La Chine, c'est ce qui a fait le succès d'Apple pour permettre de produire énormément de produits très rapidement et inonder le marché avec des composants qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On va voir dans les années encore qui viennent si Apple va tenir sa promesse. Un dernier mot que je voulais te poser pour conclure cette émission. On a vu plein de produits qui sont arrivés chez Apple avec bonheur, parfois pas forcément avec réussite. On a eu énormément de rumeurs tout au long de l'année. On a consacré une émission autour de l'Apple TV. Mais où est passé Apple TV, Paul ? L'Apple TV, pareil, on l'attendait, on l'a beaucoup attendu, on l'attend encore et franchement, plus le temps passe et plus on espère, et c'est pas forcément bon pour Apple parce que s'ils se contentent d'une mise à jour un peu silencieuse, ça va pas aller du tout. Là, ce qu'on attend d'Apple, c'est qu'elle sorte un produit qui soit au niveau de ce qu'a fait Google avec le Nexus Player. C'est-à-dire qu'elle garde ce form factor qui est plutôt mignon, mais qu'on ait un processeur qui ait de la pêche, de la RAM et surtout un stockage qui permette d'installer des applications, que l'Apple TV devienne en gros la télé intelligente d'Apple, puisque
personnellement, j'ai plus vraiment d'espoir de voir Apple sortir une télé. Ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera probablement plus. Donc on attend une grosse mise à jour de l'Apple TV. Rodrigo, Fanny, vous y croyez encore, soit au téléviseur, soit à cette mise à jour que la rumeur annonce depuis des mois. On sait que la Chromecast a fait beaucoup de mal à l'Apple TV parce que d'abord elle n'est pas chère et elle permet de récupérer une des principales fonctions de l'Apple TV, à savoir le mirroring, l'AirPlay. Voilà, qu'est-ce que vous espérez encore pour l'année 2015 autour de l'Apple TV qui est le grand absent de cette année 2014? Écoute, moi je suis assez bluffé encore de mon Apple TV. J'ai eu toutes les versions 1, 2, 3, je m'en sers assez souvent. Ils viennent de mettre à jour une interface YouTube très sympa, très chouette. Ouais. 99 $, 99 €, Rodrigo, quand tu vois le prix d'un Chromecast. Voilà. Ouais, mais moi j'ai depuis longtemps et ça me sert pas que à ça, ça me sert sur Flickr, sur plein d'autres trucs. Effectivement, ils peuvent le descendre encore. Hein. Mais ils l'ont pas. Paul a raison et a tort. Il a raison sur le fait qu'on pourrait avoir plus d'applications. Il n'y en a pas. On ne peut pas les installer. Depuis la première version d'Apple TV, on attend l'arrivée d'un App Store et il n'est jamais arrivé. Honnêtement, Rodrigo, quand tu as un Chromecast qui en plus marche avec un iPad ou un iPhone, parce que ça c'est aussi la force du truc, c'est que j'en ai installé un chez mes parents en me disant ouais mais ils n'ont pas de tablette, Google et tout, puis bon je suis allée, j'ai regardé la boîte, puis je fais ah mais si ça marche avec iOS, génial. Et donc, vous m'avez mal compris. De la télé linéaire d'avant, on était extrêmement passif et on faisait rien, à aujourd'hui interagir avec sa maison dans tous les sens, sur un univers très simple et confortable. J'y crois beaucoup. Bien, donc, merci Rodrigo. On va voir si Tim Cook va t'écouter. On sait que voilà, qu'il y a des projets de développement que dans les labos, ça travaille, que des projets existent. Il faut appuyer sur le bouton pour le sortir, le projet. On parle beaucoup de négociations, de droits, qu'il faudrait que le système de streaming d'Apple soit là pour que le nouvel Apple TV arrive, que ça soit en FAQ, etc. C'est vrai que l'Apple TV n'a pas de stockage, donc on ne peut pas télécharger des fichiers. Mais... Voilà. Donc on va voir, mais c'est vrai que moi, c'est un peu la frustration de l'année, l'absence d'Apple, parce que c'est là où j'attendais le plus Apple depuis des années, où ils pouvaient le plus innover plus que sur la montre, c'est sur la télé. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Nous passons à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Quel est ton coup de cœur ce soir, Fanny? Le premier de l'année? Non, le deuxième de l'année. Non, le deuxième, non, ouais. Le premier. Alors écoute, moi c'est Helpling. Non, c'est le premier de l'année parce que la semaine dernière on n'en a pas fait. Voilà, allez-y. Bah voilà, t'as dit qu'on n'avait pas le temps. Donc c'est Helpling, c'est H-E-L-P-L-I-N-G. C'est un service de femmes de ménage. C'est un peu comme Uber. Tu sais, les voitures, t'appuies sur ton smartphone et tu as ubérisé les femmes de ménage, c'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, voilà, c'est pas loin. C'est à Paris, c'est une vraie galère de trouver une bonne femme de ménage. Franchement, moi, ça fait plusieurs années que je galère à en retrouver une bien. J'en avais une très bien il y a quelques années, mais depuis que je suis rentrée d'Asie, j'ai pas eu cette chance. Et là, il lance ce service où tu es sur ton smartphone et paf, en 60 secondes, tu peux réserver pour le lendemain une femme de ménage qui vient jusqu'à 2 heures. C'est défiscalisé, tu as les déductions fiscales l'année d'après de 50%. J'ai testé, franchement, c'est pas mal du tout. C'est 15,90 € si tu utilises régulièrement, mais du coup, ça fait 50% moins cher une fois que tu as défiscalisé. Donc, à moins de ça fait 8 € de l'heure la femme de ménage. Je vais même adhérer, je pense, pour prendre 8 heures par mois, 2 heures par semaine pour ne plus avoir à faire le ménage chez moi et surtout les poussières, parce que je sais pas ce qu'il y a. Plus de pollution, plus de poussière, j'en ai marre. Donc voilà. Donc, tous nos auditeurs ce soir, si ça vous intéresse et que vous vous abonnez, et vous rajoutez le petit code promo parrainage Helpling Fanny et vous gagnerez 20 €. Voilà, comme ça, voilà, bonne affaire, merci. Au moins une heure de ménage gratos. Très bien, merci Fanny. Rodrigo, ton coup de cœur ou tes coups de cœur ce soir? Moi, mon coup de cœur? Ouais. Il faisait combien aujourd'hui dehors? Il faisait froid. -4. Et Olivier, t'es sorti avec ton beau front comme ça? Ben oui, mais je suis en voiture. Ouais. Ah oui, et entre ta voiture et chez toi, tu mets rien? Non, j'ai pas mis de casquette aujourd'hui. Et pourquoi tu mets pas un bonnet? Parce que ça m'avantage pas, Rodrigo. Comment dire? Comment ça? T'as pas envie d'avoir une tête de spermatozoïde comme moi? Non. Merde. Ce soir, on était en forme. Et donc, c'est un super bonnet en plastique. Alors, j'ai oublié les deux matières en plastique, c'est polyuréthane, élastane, je sais pas quoi, avec de la polaire à l'intérieur. Mais ce que vous voyez pas, c'est que ce bonnet, bon, c'est celui de mon fils. C'est un très joli préservatif. Non, ce bonnet, il a un petit truc, comme on dit.
Il y a des écouteurs. Il est Bluetooth. Il y a des écouteurs dedans Bluetooth. Non. Ah, ça, c'est cool, ça. Regardez. Et donc, c'est là? Oui, c'est là. Et donc là, vous avez monté le son et monté le son. Et même répondre au téléphone, il y a un petit micro intégré. Ouais. C'est le Bonnet Billy de chez Arcos. Voilà. C'est bien parce que Rodrigo, il va chercher ses coups de cœur dans les criates. On a fait un magnifique dossier ce mois-ci sur le ski, regardez. Les branchés font du ski, c'est de toute beauté, voilà. Et donc, vous avez le Binis. Bravo, Rodrigo. Bah ouais. Non, ça vaut combien, Rodrigo? Pour savoir s'il lire mes articles. Et en plus, ça vaut une blinde, donc allez-y, faites-vous plaisir, ça vaut 29 €. Ouais, c'est malheureusement de saison, mais vous avez aussi les gants que vous allez acheter. Il existe en 4 couleurs, donc vous pouvez faire spermatozoïdes gay, LGBT, enfin il y a toutes les couleurs. Merci Rodrigo. Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? Moi, mon coup de cœur, c'est un truc un petit peu spécial. Vous savez, iFixit, ce site où on répare vos Macs, on démonte vos Macs, on teste les Macs, et on prend de magnifiques photos des Macs. On prend des magnifiques photos des Macs. Vous vous rappelez de cette série complètement défaillante de MacBook Pro 2011? Il y a un mec chez iFixit qui en a un et qui en a eu marre de le passer au four tous les 2 mois pour ressouder la carte graphique. Il l'a pris, il a enlevé le fond, il a fait des trous, il l'a remis et ça marche nickel. Voilà, je trouve ça absolument génial. Vous verrez la photo, c'est très sympathique. Donc il y a un tutoriel pour percer, ouais. Je explique comment on perce son MacBook. Mais alors, visiblement, il prépare quelque chose de mieux, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des petits trous au laser très propres, ça pourrait être très très pro. Voilà. Très bien. Et bien, mon coup de cœur, on a un peu inventé depuis le début de cette émission, c'est la nouvelle formule. Regardez, elle est arrivée du magazine I Create, bien qu'il ressemble beaucoup à l'ancien, beaucoup de choses à changer, une nouvelle actualité, beaucoup plus riche, avec beaucoup plus dense, et puis surtout nouveauté. Regardez, si on l'ouvre, dorénavant, vous avez à l'intérieur du magazine de quoi décorer votre iPhone, votre iPad ou votre Mac en jouant. Voilà, en jouant avec les pommes ou avec le dos de votre iPhone, voilà, comme ça c'est peut-être un petit peu mieux. Vous avez plein de stickers, voilà, et le prix restait le même, donc profitez-en. Et j'en fais cadeau à mon ami Paul. Non, pas cadeau, je regarde. Non, mais tu peux le garder. Mon autre coup de cœur, c'est une boîte française, ça s'appelle la boîte Concept qui, vous savez, réalisait ces petits bureaux sur lesquels on posait le MacBook Pro et à l'intérieur il y avait des enceintes. Eh bien, il y a une nouvelle version, c'est plus un bureau, c'est une table basse, ça s'appelle la Cube 2.1 Thruster Edition. Elle est de toute beauté. C'est une petite table basse que vous mettez à côté de votre canapé et ça propulse un son de près de 100 watts. On l'a testé cet après-midi à la rédaction de la Create, c'est vraiment un son étonnant, une étonnante spatialisation, un effet stéréo du son, alors que d'habitude on a besoin d'être en face, on est sur le côté et le son est vraiment très bon. Beaucoup de basses, on a beaucoup aimé. C'est un petit peu cher, c'est un produit premium, 1000 €. C'est fabriqué en Europe, en Espagne de mémoire. Et c'est vraiment un très beau produit avec des matières nobles. Et bien sûr, vous pouvez brancher en numérique, en SPDIF, voilà, une AirPod Express pour avoir le son AirPlay. Ça coûte près de 1000 €. Ça s'appelle la Cube 2.1 Thruster de la boîte Concept. Voilà, je suis arrivé, elle était dure. Au terme de ce deuxième partie de notre rétrospective 2014, merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Fanny très prochainement dans une Fanny Party. C'est quand, Fanny, rappelle-nous? Et fin janvier, le 25 ou le 27, le dernier mardi du mois. Bien, merci Fanny. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac, mais également lors d'un autre podcast, l'Emery Rodrigo Show. C'est bien ça, Rodrigo? C'est bien ça. Bien. Et pour Paul, on va essayer il a intérêt d'être là la semaine prochaine parce qu'on va fêter son premier anniversaire à nos côtés. Ça fait un vrai plaisir, Paul. Ben pour moi aussi, un vrai plaisir. Voilà, on va essayer peut-être rester une deuxième année, je sais pas. Écoute, on va en discuter si tu veux bien. Non, ça devrait s'arranger. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne année à vous tous encore une fois. On fera un point sur les annonces du CES. À la semaine prochaine. Au revoir.